Donc voilà, donc ce symposium il est sponsorisé par les laboratoires MST que je remercie. Donc pourquoi parler de la vaccination anti-HPV? Tout simplement parce que les maladies imputables au HPV sont graves à plusieurs niveaux, par leur morbidité et leur mortalité qui est élevée, par le retentissement psychologique, le retentissement familial et social, par le coût exorbitant en matière de santé, mais il existe une arme, une prévention qui est efficace, qui est la vaccination. On peut faire le dépistage, donc la prévention secondaire par le dépistage de HPV par les frottis et les biopsies, mais il y a la prévention primaire qui est la vaccination. Concernant les papillomavirus, ce sont des petits virus qui sont non enveloppés, qui sont très résistants, et leur rôle dans la genèse de cancer du col est reconnu depuis 1983, ce qui a valu le prix Nobel à son découvreur en 2008. La capside est composée de deux grandes protéines, la protéine L1 et L2, et c'est la protéine L1 qui représente 80% de la capside, et c'est elle qui est responsable de la spécificité du génotype. Il existe plus de 200 génotypes, 12 sont reconnus qui sont oncogènes, 8 possiblement oncogènes. C'est une infection c'est l'infection sexuellement transmissible la plus fréquente, puisque au minimum 75 à 80% des personnes dans le monde ont été en contact au moins une fois avec ce virus. C'est un virus qui est très contagieux. Il ne donne généralement pas de symptômes ou des condylomes ou des verrues génitales. Dans 90% des cas, le corps arrive à se débarrasser de ce virus dans les 1 à 2 années. Mais malheureusement, dans 10% des cas, il y a une infection qui va persister, ne va pas guérir, elle va donner une infection qui est insidieuse, qui est silencieuse, qui est persistante, avec un risque de lésion précancéreuse et de cancer. Les infections au papillomavirus peuvent évoluer vers un cancer dans les 10 à 30 années pour environ les 2 tiers des femmes et 1 tiers des hommes. Ce n'est pas seulement les femmes qui sont concernées, mais aussi l'homme, aussi le garçon, il est concerné par cette pathologie. Donc les HPV, il existe 2 grands groupes, les groupes à faible potentiel oncogène, en particulier le HPV CC11 qui vont donner les condylome accumulés et les verrues génitales et des lésions de bas grade. Généralement, ces deux de génotype CC11, elles vont être responsables de 90% des lésions de bas grade. Par contre, il y a des HPV qui sont très oncogènes, à fort potentiel oncogène, en particulier les 2 génotypes 16 et 18, mais il y a aussi d'autres. Les 2, 16 et 18, ils sont responsables de 70% des lésions de haut grade, voire de cancer. Si on ajoute 5 supplémentaires, on arrive à une estimation de 80% de risque de cancer et de lésions précancéreuses. Dans le monde, sur le plan épidémiologique, sur les 13 millions de cancers tout confondus dans le monde, chez l'homme et la femme, 5% sont imputables au HPV, avec une mortalité de 300 000 par an. C'est le 4e cancer le plus fréquent chez l'homme, chez la femme dans le monde. Toutes les 2 minutes, il y a une femme qui meurt par un cancer du col utérin. Et comme j'ai dit tout à l'heure, plus de 80% des personnes dans le monde ont été en contact au moins une fois avec ce vaccin, avec ce virus. Il faut savoir aussi qu'il y a une inégalité dans la répartition de ces maladies-là. Et vous voyez dans cette slide, dans les pays qui sont la couleur foncée, ce sont les pays où l'infection est importante, elle sévit soit en nombre ou en mortalité. Et vous pouvez voir un pays européen qui est la France, qu'on suit toujours, mais la France, c'est un mauvais élève en matière de vaccination. On peut le suivre dans les autres domaines, mais dans la vaccination, attention de le suivre. Au Maroc, le cancer du col utérin, c'est le 2e cancer le plus fréquent chez la femme après celui du cancer du sein. Le nombre de nouveaux cas est minimum 2200 par année avec
notion de 1200 décès. C'est un problème de santé publique dans le Maroc, malgré les campagnes de sensibilisation. Le dépistage et le taux de vaccination contre le HPV au Maroc, il reste très, très, très insuffisant. Si on voit l'histoire naturelle de la maladie, donc, lorsqu'on va avoir une infection par le papillomavirus, donc soit dans 90%, l'organisme va se débarrasser de la maladie, sinon, dans 10% des cas, l'infection va persister. Elle peut donner des virus génitales s'il s'agit de génotype 6 et 11, sinon, dans quelques années, on va avoir l'apparition de lésions précancéreuses et dans 10, 20, 30 ans, on va avoir l'apparition d'un cancer du col utérin. C'est quoi maintenant les vaccins contre le papillomavirus? Ce sont des vaccins qui sont fabriqués par de pseudoparticules de la capside. Donc, on va essayer de chercher cette capside, donc comme j'ai dit tout à l'heure, la protéine L1 qui est porteuse de cette spécificité génotypique. Donc, on va essayer de faire un assemblage de ces gènes par gène génétique et on va avoir une structure qui va être comparable à un virus, mais il n'y a pas de matériel génétique. Donc, ce vaccin, il ne contient pas de matériel génétique, donc il est non oncogène et il est non infectieux. Donc, on ne va pas provoquer ni une maladie, ni une infection. Si on va voir quels sont les génotypes qui sont responsables, les plus fréquemment responsables de cette maladie-là, on va voir que le génotype 6 et le 16 et le 18, comme tout à l'heure, elles sont responsables de plus de 70% des lésions dysplasiques et de cancer du col utérin. Si on ajoute les 5 supplémentaires, on va aller jusqu'à 90% d'incidence de cause de cancer. Et il faut voir pas seulement le cancer du col, mais ça va intéresser aussi la vulve, le vagin, ça va être l'anus, ça va intéresser aussi l'oropharynx, ça va intéresser aussi des lésions de bas grade ou de haut grade. Et pour le sérotype 6 et 11, il y a les condylomes et les virus génitales. Donc, pour les vaccins qu'on a actuellement, on a donc les vaccins à 4 valences, le Gardasil à 4 valences qui contient les génotypes les 6 et 11 qui sont responsables de 90% des virus et condylomes, donc il va nous protéger de ces maladies-là. Il y a le vaccin à 2 valences qu'on n'a pas au Maroc, donc il contient seulement les génotypes 16 et 18. Et actuellement, depuis 2015, on a l'apparition d'un nanovalent où il y a 9 sérotypes. Il faut savoir aussi que l'AMM de ces vaccins, il a été donné en 2006 et en 2007 pour les premiers et en 2015 pour le troisième, pour vous dire qu'on a actuellement un certain nombre de reculs, plus de 17 ans d'utilisation de ce vaccin, et on va vous montrer l'efficacité de ces vaccins, donc à quel taux, à quel moyen donc, on a ressenti donc, cette efficacité. Donc, le principe de la vaccination, en fait, lorsqu'on va faire une injection intramusculaire, donc parentérale, on va avoir l'induction et l'apparition de très grandes quantités d'anticorps qui sont capables de neutraliser le virus. Et si on va neutraliser le virus, donc on va diminuer l'infection. Si on diminue l'infection, on va diminuer l'apparition de lésions précancéreuses et aussi, par conséquence, l'apparition de cancer. Un élément aussi très très important en matière du vaccin contre le papillomavirus, c'est qu'il est parmi les rares vaccins où le vaccin va induire une quantité d'anticorps qui est très 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 supérieure par rapport à celle induite par l'infection. Et on parle et on estime que ce taux-là, il est multiplié minimum par 10. Pour vous dire que la quantité qu'on va avoir, elle est très importante. Un autre élément aussi qui est très important, c'est que cette quantité d'anticorps va persister, va durer minimum une dizaine d'années. Donc, qu'en est-il de la protection conférée par la vaccination anti-HPV? Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, que pour le vaccin, le quadrivalent qu'on a au Maroc, donc pour le génotype 6 et 11, donc on va diminuer le risque d'apparition des virus et de condylomes. Et pour les génotypes 6, 16 et 18, donc on va avoir une diminution de 73% des cancers du col et 81% de toutes
les cancers, de tous les cancers qui sont induits par le HPV. Si on ajoute les 5 génotypes supplémentaires, on n'a pas, nous, actuellement au Maroc, le vaccin nanovalent où il y a les 9 génotypes. Donc, on peut aller vers plus de 93. On peut réduire de 93 le nombre de cancers du col. Maintenant, comment on a évalué l'efficacité de ces vaccins? Le délai entre l'infection et le cancer, il est de 15 à 25 ans. Ça ne permettait pas la réalisation d'essais cliniques de phase 3. C'est longue d'années. Et d'ailleurs, lorsque le vaccin a reçu son AMM la première fois, il n'a pas reçu son AMM pour la prévention du cancer, parce qu'il était très difficile de confirmer qu'il va protéger contre le cancer, parce que les essais vont nécessiter une trentaine d'années. Donc, premièrement, la première fois, l'AMM a été délivré pour la prévention de l'infection persistante et des lésions précancéreuses. Et, comme j'ai dit tout à l'heure, si on veut étudier l'efficacité, donc on va essayer dans un premier temps d'étudier le pourcentage de l'efficacité en termes d'infection. Est-ce que l'infection est persistée ou non? Est-ce que les génotypes vaccinés, est-ce qu'ils circulent encore ou non? Puis après, on va étudier est-ce qu'il y a l'apparition des dysplasies cancéreuses, donc les CN2 et 3. Puis après, on va voir est-ce qu'on a pu démontrer que le vaccin il prévient le cancer ou non. Donc, parmi les pays qui ont un bon programme en matière de vaccination contre le papillomavirus, c'est le programme australien et les pays scandinaves et le Royaume-Uni. Si on prend le programme australien, donc qui a débuté la vaccination en 2007 chez les filles avec le vaccin quadrivalent, l'âge c'était entre 12 et 13 ans, avec un rattrapage jusqu'à l'âge de 26 ans dans les écoles. On va revenir à cette notion de vacciner dans les écoles, parce que c'est très très important. Et ils ont montré que la couverture vaccinale elle était de 83% pour une dose, puis après 73% après 3 doses. Et dans le programme australien aussi, ils ont commencé la vaccination des garçons à partir de l'âge de 2013. Donc on a assez d'éléments pour voir l'efficacité en étudiant les dossiers de ces malades-là, de l'évolution de la maladie chez cette population-là. Et ils ont démontré on a montré sur cette étude, toujours dans le programme australien, que la vaccination, qu'il y a une efficacité importante contre l'infection HPV pour les génotypes qui sont contenus dans le vaccin. Ça veut dire le 16, le 6, le 11, le 6, le 18 et le 16. Donc avec une efficacité de diminution de l'infection chez 73% de la population. Ils ont même parlé qu'il y a les femmes qui n'ont pas été vaccinées, que le nombre de cancers a été réduit, et on a parlé, est-ce qu'il y avait une immunité de groupe, puisque la couverture vaccinale était importante. Aussi, ils ont montré, durant 9 ans après qu'on a commencé le vaccin, qu'il y a une quasi-disparition des infections HPV contenues dans le vaccin. Et, pour comparer, on a trouvé qu'il y a une stabilité de la prévalence des autres génotypes, pour dire que presque quasi-disparition, ça veut dire que les génotypes responsables de cancer, on ne les a pas dans la circulation. Aussi, ils ont montré l'efficacité du vaccin contre les condylomes et les virus génitales, et vous voyez dans la courbe qu'il y a une diminution drastique des condylomes chez les hommes et aussi chez la femme. Aussi, pour étudier l'efficacité du vaccin dans la prévention des lésions précancéreuses de haut grade, il y a aussi 2 cohortes, et c'est toujours dans le programme australien, et on a démontré qu'il y a une diminution très très importante des CN3. Pour vous donner plus d'arguments sur l'efficacité de ce vaccin dans la prévention des lésions précancéreuses, vous voyez cette étude Cochrane qui a été publiée en 2018. C'est une méta-analyse qui a réuni 26 essais cliniques, et en résumé, qu'est-ce qu'on a
retenu qu'il y a une réduction des CN2 associés à le HPV 16 et 18 de, écoutez bien, 164 pour 10 000 à 2 pour 10 000. Pour vous voyez qu'il y a une diminution qui est drastique, presque c'est nul. Donc presque on n'a pas de cas de CN2 chez les hommes, chez les femmes qui ont été vaccinées. Aussi, dans cette étude randomisée contrôlée, donc on a montré que le vaccin il a permis une réduction d'une efficacité de 99%. Toujours, ces chiffres que je dis ils sont importants chaque fois que le vaccin a été réalisé avant l'exposition, donc avant que la fille ou bien le garçon était en contact avec le virus. C'est-à-dire que lorsqu'on veut vacciner, il faut vacciner le plus tôt possible avant la rentrée en vie sexuelle. Donc, quels sont les éléments importants qu'on a retenus à travers ces études qui étaient nombreuses? C'est qu'il y a une forte efficacité des vaccins sur la prévention de l'infection, sur la prévention des condylomes, une forte efficacité sur la prévention des lésions précancéreuses de haut grade et de l'infection persistante corrélée au risque de survenue de cancer, et que la protection elle était maximale chaque fois qu'on fait le vaccin avant l'exposition à l'infection, que probablement il y a l'induction d'une immunité de groupe, et que c'est sûr que le niveau de protection elle a diminué avec l'âge de vaccination. Elle a été diminuée sans être nulle. C'est pour dire que probablement on peut faire même le rattrapage chez les filles les garçons qui sont un petit peu âgés. Ce n'est pas obligatoirement, on va s'intéresser seulement pour les filles donc âgées de 11-12 ans. Maintenant, avant, j'ai dit tout à l'heure que l'AMM a été donné, ce n'est pas pour la prévention du cancer, mais c'est pour un marqueur qui est la lésion dysplasique, prédysplasique. Maintenant, puisqu'on a un recul de 17 ans, 18 ans, il y a les études qui ont montré maintenant l'impact de la vaccination anti-HPV à partir des données réelles, des données en vie réelle. Premier cohorte que je vais vous donner, donc c'est comme je disais tout à l'heure que les pays scandinaves qui sont les mieux placés dans la vaccination anti-papillomavirus. Et donc cette étude suédoise qui on a revu le dossier de 1,5 million de filles et de jeunes femmes âgées de 10 à 30 ans à partir de registres. Lorsqu'on parle de registre, ça veut dire que dans le registre, il y a le statut vaccinal et il y a aussi est-ce qu'on a écrit est-ce que la dame a présenté un cancer ou non. Donc en étudiant ces dossiers-là, pour vous rappeler que les Suédois utilisent à ce moment-là, ils utilisent le vaccin quadrivalent. Qu'est-ce qu'on a remarqué? Lorsque vous voyez que c'est très bien de voir lorsqu'on voit les courbes, vous voyez la courbe jaune, ou bien orange, ce sont les femmes qui n'ont pas été vaccinées. Et vous voyez que l'incidence cumulée des cancers elle a augmenté. Par contre, les filles qui ont été vaccinées après l'âge de 17 ans, aussi il a augmenté, mais pas la même chose que les gens qui n'ont pas été vaccinés. Par contre, si on vaccine avant l'âge de 17 ans, vous voyez que la courbe verte elle est presque nulle. Ça veut dire lorsqu'on vaccine tôt, le risque d'avoir des lésions des CN3 ou CN2, CN3, elle est diminuée et l'apparition de cancer aussi, elle est très fine. Lorsqu'on voit le registre du Royaume-Uni anglais, aussi, donc, on a montré qu'il y a une réduction significative du risque du cancer du col et du CN3 après la vaccination anti-HPV. Et on a montré toujours que le maximum de la vaccination, elle était importante lorsqu'on vaccine tôt. Et lorsque vous voyez la cohorte 7 ici en bas, donc vous voyez que aussi la diminution de l'apparition de cancer, elle est très bas. Et lorsqu'on vaccine tôt dans la vie, donc vers l'âge de 12 ans, 11 ans, 12 ans, l'efficacité elle est palpable, elle est réelle. Et on parle actuellement que dans le programme de vaccination anglais, on parle qu'ils ont éliminé le cancer du col utérin chez les femmes nées après le 1er septembre 1995.
Si on voit la série finlandaise, chez tous les cancers induits par le HPV, et vous voyez après 10 ans d'utilisation de ce vaccin qu'aucun cas de cancer du col, du vagin, de la vulve ou ORL n'a été noté chez cette population-là. C'est toujours pour vous dire, lorsqu'on vaccine tôt, donc l'évolution généralement elle est très favorable et on n'a pas de cancer. Cette étude américaine aussi, toujours, c'est une efficacité en vie réelle, donc toujours, il montre la même chose, qu'il y a des preuves précoces de l'efficacité du vaccin dans la prévention du développement de plusieurs types de cancers et de dysplasies précancéreuses causées par le papillomavirus. Donc, toutes ces études, ce sont des éléments importants. C'est un vaccin qui va éliminer le cancer. C'est comme, on dit même, c'est le deuxième vaccin qui élimine le cancer parmi après celui de l'hépatite B. Donc, c'est très, très important de s'investir pour commencer cette vaccination à longue échelle, donc des programmes. Je trouve qu'il mérite même d'être une vaccination qui doit être obligatoire, même ce n'est pas même recommandé dans ce cas-là. Maintenant, toujours dans le registre australien que j'ai mis tout à l'heure, actuellement, ils ont essayé de modéliser l'impact de la vaccination ou le dépistage du cancer. Ils ont prouvé que si le niveau de vaccination, un haut niveau de vaccination plus le dépistage, le cancer du col de l'utérus pourrait disparaître en Australie en tant que problème de santé publique d'ici 20 ans. Pour dire qu'on peut, dans des pays où le cancer va disparaître, nous, il reste toujours un problème de santé publique et il va entraîner des ravages sur tous les plans. Bon. Donc pour les schémas vaccinaux, donc avant c'était 3 doses, puis après 2 doses, et actuellement l'OMS nous dit que peut-être une dose peut être suffisante, bien probablement que ça reste à discuter. Donc au Maroc, on a choisi au début, donc je vais parler dans une plaque au Maroc, donc on a choisi 2 doses, puis après maintenant une dose. Et pour dire seulement, il y a deux pays donc les Anglais et les Canadiens du Québec, actuellement, eux aussi, ils ont proposé donc de faire une seule dose. Mais dans ces pays-là, je pense que la couverture vaccinale elle est déjà très importante. Donc si on donne une seule dose, c'est pas grave même. Donc une dose, donc elle a été montrée dans plusieurs études qu'une dose, donner une dose, 2 ou 3 doses, sur le plan d'infection, l'efficacité elle est égale, mais je ne sais pas dans la prévention du cancer, est-ce qu'elle va être aussi efficace ou non, je ne sais pas. Les effets indésirables, il n'y a pas d'effets indésirables graves et il ne faut pas toujours suivre le modèle français qui dit toujours qu'il y a un risque de maladie auto-immune, en particulier la sclérose en plaques et le syndrome de Guillain-Barré. Toutes les études aux États-Unis, au Danemark, Suède, Angleterre, personne, donc il n'y a pas de relation entre la vaccination et ces maladies auto-immunes. C'est la chose du hasard qui a ça. Donc au Maroc, on avait un programme qui a été émergé depuis 2010 et on a voulu que la couverture vaccinale soit de 50% en 2022, 70% en 2023, 80% en 2024, mais malheureusement, ça n'a pas abouti. Donc, je ne sais pas, est-ce que le professeur Dr Benazout est là avec nous, donc il va peut-être donner des éclaircissements pourquoi cette campagne vaccinale n'a pas été donc, efficace ou bien au-dessus des cas de tous nos attentes. Le professeur Bouzkraoui, donc il me met toujours dans l'infovac tous les problèmes. Donc ça, c'est de janvier 2025. Il a mis tous les éléments, pourquoi ça marche pas, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc je pense que les gens, la communauté scientifique fait son travail, mais il faut que le pays aussi fait son travail. Donc rapidement, dans 2-3 slides pour l'hésitation vaccinale. Pour l'OMS, l'hésitation vaccinale, c'est le retard de l'acceptation ou le refus de vaccin malgré la disponibilité de ce vaccin-là. Comme il a dit le Dr Benazout, l'OMS classe l'hésitation vaccinale parmi les 10 plus grandes menaces de la santé mondiale en 2019. Et la réticence vaccinale, elle est influencée par les 3 C, le problème de confiance, de complaisance et de comorbidité. Quelles sont les causes de cette hésitation vaccinale spécifique au vaccin HPV? Tout d'abord, le manque d'information aux fausses croyances.
il y a une méconnaissance, une confusion entre l'infection HPV et les infections sexuellement transmissibles. Certains pensent à tort que le vaccin va favoriser une sexualité précoce. Il y a une incompréhension du risque et de l'importance de la vaccination. Le HPV, c'est un problème non urgent, lointain. Donc le cancer, elle va arriver dans 30 ans. Ce n'est pas quelque chose de aigu. Il y a une stigmatisation. Donc, comme je disais tout à l'heure, il est associé à la sexualité. Certains parents craignaient de promouvoir l'activité sexuelle précoce. Pourtant, le vaccin il est recommandé avant l'exposition. Le genre, l'idée reçue que le vaccin ne concerne que les filles, alors que la maladie il atteint les filles et les garçons. Donc pourquoi pas les garçons, pourquoi seulement les filles? Donc c'est un amalgame aussi pour les parents. Il y a aussi une grande méfiance envers les vaccins en général, crainte sur la sécurité. Il y a des rumeurs qui sont infondées liant le vaccin à des effets secondaires graves, exagérés par certains médias et réseaux sociaux, exemple les maladies auto-immunes, malgré des études robustes qui ont confirmé sa sécurité. Il n'y a pas de manque de recommandations qui sont claires. Certains professionnels de santé ne promeuvent pas activement le vaccin. J'ai vu les études du professeur Bouskraoui sur le terrain, d'autres études chez les étudiants en médecine. Et même les étudiants en médecine et les médecins, qui sont peut-être des fois contre cette vaccination, ils ne prescrivent pas, ils ne recommandent pas ces vaccins. Il y a des facteurs culturels et religieux, comme j'ai dit tout à l'heure. Maintenant, on a des réponses aux inquiétudes courantes. Pour la sécurité, plus de 260 millions de doses administrées à l'échelon mondial. Et les effets secondaires étaient extrêmement rares. Sur le plan de l'efficacité, il y a une réduction drastique des lésions précancéreuses et on a montré qu'il y a une réduction des cancers du col utérin. Sur l'impact collectif, la vaccination est généralisée, elle protège même les non-vaccinés via l'immunité de groupe. Maintenant, quelles sont les stratégies pour lutter contre cette hésitation vaccinale? Tout d'abord, il faut renforcer l'éducation et la sensibilisation, informer sur le lien direct entre HPV et le cancer. On ne parle pas de sexualité, maladie sexuellement transmissible. Non. Cancer, vaccin, donc HPV égale cancer. C'est mieux que parler sur le plan IST. Montrer l'importance de la vaccination. Démystifier les fausses croyances sur les effets secondaires et sur la sexualité. Montrer l'absence de lien avec la sexualité précoce. Impliquer, l'élément important, impliquer les professionnels de santé. Un professionnel de santé qui est convaincu, il va être convaincant. Mais si lui n'a pas été convaincu, c'est sûr qu'il ne va pas parler de ce vaccin, il ne va pas promouvoir la prescription de cette vaccination. Encourager donc les médecins et infirmiers à recommander activement la vaccination, former les professionnels de santé à répondre aux inquiétudes des parents et adolescents informés et rassurés, améliorer l'accès au vaccin, en particulier intégrer la vaccination HPV dans le programme scolaire. Mais nous, est-ce qu'on a une médecine scolaire? Donc on ne sait pas. Le vaccin, il est gratuit. Donc, utiliser des campagnes de communication efficaces à grand public, lutter contre la désinformation sur les réseaux sociaux, mettre en avant les témoignages des patients et les données scientifiques sur l'efficacité du vaccin, des campagnes cibles, donc collaborer avec le ministère de Santé, ministère de l'Éducation nationale, afin de garantir la diffusion, l'information essentielle sur la vaccination contre le HPV au sein des écoles, élargir la tranche d'âge de vaccination. Pour conclure, je vais vous dire que l'infection HPV est extrêmement courante et généralement asymptomatique. Mais l'infection par certains types de HPV, elle va entraîner des cancers chez l'homme et chez la femme. Le vaccin, il est efficace, il est hautement protecteur, il est très bien toléré, avec un recul de plus de 17 ans. Les bénéfices de la vaccination en vie réelle sont démontrés, avec potentiellement l'élimination du cancer du col dans certains pays. Les données de la sécurité sont en faveur d'un rapport bénéfice-risque très favorable. L'immunogénicité et l'efficacité très élevées, ils vont nous permettre de diminuer le nombre de doses de 3 à 1. Les enjeux au Maroc, il faut améliorer la couverture vaccinale en vaccinant les garçons et les filles dès l'âge de 11 ans pour bénéficier d'une meilleure efficacité du vaccin et favoriser le rattrapage pour rattraper le retard pris sur le cours des dernières années. Donc, malgré l'efficacité, l'innocuité, l'adhésion à cette vaccination reste faible au niveau mondial.
Les principaux freins sont une communication très insuffisante, la peur des effets secondaires, l'influence négative des médias et des considérations socioculturelles, donc une meilleure politique des autorités sanitaires qui regroupe les experts, les professionnels de santé, le milieu scolaire et les médias pourrait améliorer de façon très importante la couverture vaccinale. Et je vous remercie.